Bienvenue dans Seconde Vie, le podcast qui vous aide à donner une nouvelle histoire à vos meubles. Je suis Mathilde et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, les meubles oubliés. Vous savez, ces buffets en bois qui dorment dans le grenier de vos grands-parents, ces chaises bancales reléguées à la cave ou encore ce secrétaire poussiéreux que personne ne veut jeter mais dont on ne sait plus quoi faire. Ces meubles cachés sont parfois de véritables trésors, chargés d'histoire et pleins de potentiel. Alors comment les redécouvrir, les restaurer et les intégrer à notre intérieur moderne, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et bien sûr, pour vous accompagner dans ce voyage, Vikia.fr est votre meilleur allié. Sur Vikia, vous trouverez des guides détaillés, des inspirations et une communauté passionnée qui partage ses plus belles transformations. Avant de commencer, je vous invite à jeter un œil à votre propre grenier ou à celui de vos proches. Qui sait, peut-être qu'un futur projet vous y attend. Les meubles ont toujours fait partie de nos vies. Ils traversent les générations, racontent des histoires et pourtant beaucoup finissent oubliés. Pourquoi ? Parfois par manque de place, parfois parce qu'ils ne correspondent plus aux tendances actuelles ou simplement parce qu'on ne sait pas comment les remettre en valeur. L'histoire du mobilier français est relativement riche, du fait des influences étrangères et des modes locales qui l'ont modelé. Peu de meubles du Moyen Âge nous sont parvenus, car beaucoup ont été brûlés, démantelés ou non conservés, en raison de leur fabrication en matériaux périssables, mais aussi parce que le mobilier est assez limité à l'époque. En effet, sièges, lits, tables et coffres constituent l'essentiel de l'ameublement. Jusqu'à la Renaissance, le confort domestique fut totalement négligé. De même que l'architecture gothique n'avait eu que peu d'influence sur l'Italie, de même les principes de la Renaissance ne furent que très progressivement adoptés au nord des Alpes. Cela étant principalement dû à la vitalité du style gothique flamboyant finissant. Quand la Renaissance italienne commença à s'implanter en Europe, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XVe siècle, elle toucha d'abord la France, toujours encline à explorer de nouvelles formes d'expression artistique. Son introduction en France, comme dans les Flandres ou en Allemagne, était premièrement le fait des princes et des nobles. Les nouveaux motifs décoratifs concernèrent ainsi avant tout le domaine profane au détriment de la sphère sacrée. Si à bien des égards le style François Ier demeure fidèle aux structures médiévales, il abonde en revanche en motifs d'un type italien revisité par le goût français. Le médaillon est un élément typique de ce style, représentant un buste ou une tête de profil ou de face, d'un homme ou d'une femme, en bas ou haut relief. Le médaillon est placé dans un cadre, généralement circulaire, composé soit d'une couronne feuillagée, soit d'une simple moulure. Le type d'ornement connu sous le terme de grotesque, inspiré des fresques réalisées par Raphaël dans les loges du Vatican, envahit les surfaces des meubles panneautés, à savoir la façade des coffres, cassonnes, les sièges, remplaçant ainsi les motifs de parchemin plissé, de fenêtrage et d'autres décors gothiques. L'ensemble des ornements donne une impression de grande variété, de vie et de capricieuse inventivité. Le style Louis XIII couvre approximativement la première moitié du XVIIe siècle et annonce le style Louis XIV. Il subit de nombreuses influences étrangères, espagnoles, flamandes et italiennes, et de ce fait n'a pas un véritable caractère national. Le mobilier Louis XIII est caractérisé par des lignes droites, ce qui peut lui donner un aspect sévère, tempéré toutefois par la richesse de la décoration. Les pieds sont parfois en forme de colonne, s'élevant d'un châssis carré à boules, mais la plupart des exemplaires conservés présentent un piétement en balustre ou un décor tourné, relié par une entretoise en forme de hache, avec les pieds antérieurs joints dans la partie supérieure par une traverse de renfort supplémentaire d'aspect décoratif. Autre meuble en vogue, les cabinets, très souvent en bois précieux, l'ébène, se distinguent par leurs lignes simples, leur structure carrée et massive. Les ornements feuillagés et floraux gravés y prennent souvent place autour des scènes aux sujets principalement religieux et mythologiques, au relief peu marqué. L'exubérance du décor fait clairement état d'une origine flamande ou du moins d'une reproduction servile d'un type flamand par des artisans français. Le style Louis XIV, baroque malgré son classicisme solennel et héroïque, est clairement de nature royale, triomphale et majestueux. Il atteint sa pleine maturité entre 1685 et 1690, sous l'égide de Charles le Brun, qui décora la Galerie des Glaces à Versailles, et de Colbert qui acheta pour le compte de la couronne la Manufacture des Gobelins en 1662, et organisa sous le nom de Manufacture royale des meubles de la couronne, la production de mobilier destiné aux maisons royales.
Le travail de Boulle témoigne de l'excellence de l'artisanat et de l'ébénisterie sous le règne de Louis XIV. En adoptant le style idéal de Lebrun et en puisant dans le répertoire classique, il crée des meubles empreints de la grandeur qui caractérise le XVIIe siècle français. Les principaux matériaux utilisés pendant la Régence sont le chêne, le hêtre, le noyer, le sapin, le peuplier, le poirier noirci, les bois exotiques asiatiques et africains importés par la Compagnie des Indes. Le plaquage, la marqueterie, la dorure à feuilles d'or et les bronzes dorés au mercure sont les techniques classiques de cette période. Les tables sont plus petites qu'avant et maniables. L'entretoise est progressivement supprimée. Elles sont souvent en bois massif ciré. La table de toilette fait son apparition. Les consoles d'applique, les consoles de milieu également. Les bureaux, ils se généralisent et sont souvent en bois noirci. Le plateau droit cerné de bronze recouvert d'un maroquin. Les pieds galbés et le décor en bronze. Les buffets, deux sortes. Le buffet à deux corps, le buffet vaisselier. Lorsqu'ils sont bas, on les appelle bas d'armoire. Ils s'ouvrent par deux vantaux moulurés et sculptés. Ils ont généralement deux tiroirs en ceinture, leurs pieds sont courts et cambrés. Le style Régence a donné naissance à l'un des styles les plus imaginatifs de l'histoire des arts décoratifs, connu sous le nom de rocaille ou rococo. Celui-ci diffère essentiellement du baroque par sa légèreté et son horreur de la symétrie. Le rococo, avec son penchant pour le caprice, était massivement employé par les artisans français de 1720 à 1755, voire 60 environ. Une imagination débridée est à la base de ce nouveau style décoratif, dans lequel les motifs dominants sont rochers et coquilles, fleurs et feuillages. Les maîtres mots sont contraste et asymétrie. À partir de 1730, le mouvement s'accélère et trouve une plus large diffusion grâce aux œuvres d'ornemanistes tels que Gilles-Marie Hopnor et Jules Orlel Maisonnier, tous deux auteurs de dessins aux formes les plus extravagantes. Le goût pour l'Antiquité était largement diffusé par un flot continu de publications de séries entières consacrées à la Grèce ancienne, à l'Italie et des études archéologiques. Il était inévitable que le gracieux style rococo devait succomber à un tel assaut. En 1770, à l'heure où Madame du Barry inaugurait son nouveau château de Louveciennes, chef-d'œuvre du style Louis XVI, il était évident que le style Louis XV était passé de mode, en tout cas à Paris, et cela bien avant la mort du roi qui lui a donné son nom. À l'évidence, le changement de style ne s'opéra que de manière progressive, que ce soit du point de vue morphologique ou décoratif. Une période de transition, dans ce cas une décennie, fut en effet nécessaire à l'assimilation et au perfectionnement des nouveaux principes. Sous le règne de Louis XVI, l'art du siège atteignit un très haut niveau d'excellence. En tant que sculpteur, des menuisiers comme Boulard, Jean-Baptiste Lelarge, Louis Delannoy, Jean-Baptiste Claude Séné et d'autres encore apportèrent beaucoup à la finition de leurs œuvres. Georges Jacob, l'un des plus grands sculpteurs sur bois du XVIIIe siècle, créa et exécuta un grand nombre de sièges. Son travail montre l'évolution du goût de Louis XVI à l'Empire. Une nouveauté introduite par le style Louis XVI est la présence d'une galerie ajourée en laiton encadrant le dessus de marbre de nombreuses tables, de bonheur du jour, de chiffonnières à 5 tiroirs ou plus et de vitrines. À l'approche de la fin du règne, autour de 1785, le mobilier amorce une nouvelle évolution qui tend à se distancer du pur style Louis XVI. En effet, et ceci est particulièrement vrai pour les pièces de grand luxe comme les consoles et les commodes produites pour les appartements royaux. Une certaine ressemblance commence à se faire jour, principalement dans la monumentalité des formes, avec le style Louis XVI. Tirant son nom du Directoire de 1795 à 1799, ce style ne forme pas une entité indépendante, mais doit être défini comme un phénomène de transition, faisant le lien entre le style Louis XVI et Empire. En un mot, c'est un style qui relève à la fois du Louis XVI finissant et des prémices de l'Empire. Déjà sous le règne de Louis XVI, un mouvement prônant une imitation plus fidèle des modèles antiques avait vu le jour. Ce n'est cependant qu'avec l'Empire qu'il atteignit sa pleine maturité. Si la Révolution de 1789 ne fut pas à l'origine d'un changement radical dans le domaine du mobilier, elle permit tout de même d'accélérer le mouvement, celui-ci répondant précisément au goût des révolutionnaires pour les idéaux républicains des sociétés de l'Antiquité. Nombre de pièces appartenant au style directoire prolongent la tradition classique du Louis XVI, mais avec un traitement plus sévère. À cette époque friande d'allégories de toutes sortes, les emblèmes révolutionnaires envahissent le mobilier, les décors muraux et les textiles.
Parmi ceux-ci figurent ainsi le bonnet phrygien pour la liberté, les niveaux à bulles pour l'égalité, les mains jointes pour la fraternité, les piques également la liberté, l'œil inscrit dans le triangle signifiant la raison, les trois ordres de la nation, soit la croix pour le clergé, l'épée pour la noblesse et la pelle sommée du bonnet phrygien pour le tiers-état. Le mobilier se devait d'être la copie conforme des pièces mises à jour par les fouilles de Pompéi, ou s'inspirer de représentations figurant sur des vases antiques ou des bas-reliefs. Le style empire qui survécut environ 10 ou 15 ans à la fin de la grande époque du Premier Empire, 1804-1814, a très clairement, à l'instar du style Louis XVI son prédécesseur, l'antique comme source d'inspiration. Seule différence, l'Empire en est la stricte application, alors que le style Louis XVI n'en était que le reflet. L'Empire est simple, sévère, guère intime ni cordial ou confortable. La qualité des bois utilisés dans l'ameublement revêt une importance capitale. Pour qu'il soit beau, il doit être superbe. En effet, il apparaît massivement et avec peu d'ornements. Les bronzes de leur côté, isolés au sein de grands panneaux de bois, doivent être d'excellentes compositions, bien sculptées et ciselées. L'Art nouveau est le plus ou moins contemporain du mouvement Arts and Crafts et des mouvements modernistes. Le style n'avait pas de credo particulier et prit des chemins très variés. Bien qu'il s'étendît à tous les domaines de l'activité artistique, il appartient avant tout aux arts décoratifs. Tout comme le mouvement Art and Craft, il eut l'avantage de faire revivre l'artisanat. L'Art nouveau est véritablement le style du concepteur individuel, s'appuyant sur le travail de l'homme et non sur celui de la machine. Alors même que ce mouvement international se répandait et obtint un réel succès en tant que style de l'avant-garde, il reçut une légion de noms différents selon le pays qu'il adoptait. Chaque nom suggérant une visée légèrement différente, mais tendant à définir un même but, à savoir l'expression d'une réalité organique. Au début du phénomène en France, la désignation la plus commune était simplement le style moderne. Toutefois, le style n'échappe pas à certains parallèles avec la tradition, en particulier gothique, rococo et baroque. Le gothique servit ainsi de modèle théorique, le rococo d'exemple dans l'application de la symétrie et le baroque de source d'inspiration en matière de conception plastique des formes. De son côté, l'art coloré du Japon, par son traitement hautement linéaire des volumes, contribua également massivement à l'émancipation de l'Art nouveau, de l'asservissement à la symétrie des ordres grecs. Le bois prenait des formes étranges et le métal, à l'imitation des entrelacements fluides de la nature, devint tortueux. En effet, en fin de compte, le style est très largement basé sur l'observation de la nature, non seulement en ce qui concerne l'ornement, mais aussi d'un point de vue structurel. Des lignes vitales, sensuelles et ondoyantes irriguent la structure et en prennent possession. Chaises et tables semblent être modelées dans une matière à la mollesse caractéristique. Le mouvement moderniste, à l'instar de la plupart des mouvements qui l'ont précédé, vit le jour en réponse à un certain type de problème bien défini, notamment de la protestation contre ce qu'il considérait comme l'intolérable laideur des intérieurs au XIXe siècle. Il supprima sans hésitation tout ornement, permit l'avènement de formes nouvelles et porta une attention particulière aux matériaux et à l'utilisation franche de ceux-ci. Les objets datant de cette époque se font ainsi l'expression d'un nouveau mode de pensée et de ressentir. Prenons l'exemple de Marie, une membre active de Wikia.fr. Elle a retrouvé dans la maison de ses parents une vieille armoire en bois massif datant du XIXe siècle. Au premier regard, elle semblait trop abîmée, jaunie par le temps et envahie par les toiles d'araignée. Mais après quelques recherches sur Wikia.fr, elle a découvert que cette armoire était en réalité un meuble de grande qualité. Avec un bon décapage et un vernis adapté, elle a pu lui redonner tout son éclat. Aujourd'hui, cette armoire est devenue la pièce maîtresse de son salon. L'histoire de Marie montre bien que chaque meuble a une âme. Il suffit de savoir la révéler. Maintenant que vous êtes convaincu que vos vieux meubles ont une valeur, comment savoir lesquels méritent une seconde vie ? Il y a 3 critères essentiels. Le premier, le matériau. Le bois massif est une perle rare. Contrairement aux meubles en aggloméré, il peut être poncé, teinté et réparé. Secondement, l'assemblage. Les assemblages en tenon mortaise ou en queue d'aronde indiquent souvent un travail artisanal de qualité. Troisième, l'état général. Les rayures, les vernis passés ou la poussière ne sont pas un problème. Ce qui compte, c'est que le meuble soit structurellement solide. Sur Wikia.fr, nous avions une checklist complète pour vous aider à évaluer le potentiel de vos meubles. Prenons un autre exemple. Paul est un passionné d'upcycling. A récupéré une vieille table de ferme abandonnée dans un garage. Elle semblait irrécupérable.
Mais en fait, en changeant simplement les pieds et en lui appliquant une patine vieillie, il en a fait un meuble au charme rustique, parfait pour une déco bohème. Passons maintenant aux choses sérieuses, la restauration. Tout d'abord le nettoyage. Un mélange d'eau tiède et de savon noir suffit souvent à enlever la saleté accumulée. Pour les taches tenaces, un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude peut faire des merveilles. Ensuite, le décapage et le ponçage. Si votre meuble est verni ou peint, il faudra peut-être le décaper. Vous pouvez utiliser un décapant chimique ou opter pour une méthode naturelle avec du bicarbonate et du vinaigre. Et enfin, la finition. Pensez à une cire pour un rendu naturel, une huile pour un aspect chaleureux ou une peinture pour un effet moderne. Sur vikia.fr, nous avons des vidéos pas à pas qui détaillent chaque étape de la restauration. Une fois votre meuble restauré, comment le moderniser tout en respectant son caractère? Voici quelques astuces. Changez les poignées pour un style plus contemporain. Ajoutez un effet patiné pour un rendu vintage. Mixez les matières comme un buffet en bois avec des pieds en métal pour un look industriel. Léa, une autre passionnée de vikia.fr, a récupéré une commode art déco avec des poignées en laiton terni. Plutôt que de les jeter, elle les a nettoyés et a repeint la commode en bleu profond. Le résultat, un meuble chic et intemporel qui trône maintenant dans son entrée. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Nous avons tous des trésors cachés. Il suffit d'un peu de curiosité et de savoir-faire pour leur redonner vie. Si vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à rejoindre la communauté vikia.fr. Vous y trouverez des conseils, des idées et surtout une communauté de passionnés prêts à partager leurs expériences. D'ailleurs, si vous avez redonné vie à un meuble oublié, partagez votre histoire avec nous sur Instagram @vikia.off ou Facebook avec le hashtag Vikia Seconde Vie. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet tout aussi fascinant. Les meubles récupérés en brocante. Comment faire de bonnes affaires et éviter les pièges. En attendant, ouvrez les portes de vos greniers et qui sait, vous pourriez y trouver votre prochain projet coup de cœur. À très vite sur Seconde Vie.